En 1984, Milan Kundera, romancier tchécoslovaque, écrivait un livre qui devint rapidement un classique, L'insoutenable légèreté de l'être. Dans cette histoire captivante où se mêlent esprit volage et philosophie, il redéfinit une notion, le kitsch. Le kitsch, selon Kundera, c'est un idéal esthétique qui exclut de son champ d'application tout ce qui est inacceptable dans l'existence humaine. Et visiblement, pour les amoureux du temps d'avant, pour nos anciens qui parlent jour et nuit du basket d'avant, il est impensable que les choses aient évolué en bien. Ils gardent un souvenir kitsch du basket de l'époque. Alors, probablement qu'ils seront ravis de retrouver ce duel très 80s entre les Knicks et les Pistons qui sent bon les coups de coude et la testostérone. Pourtant, détrompons-nous, ce sont deux équipes qui proposent un basket saut 2025 qui s'affrontent entre le 5-out des Knicks et l'offense tout en prise de risque des Pistons. Alors, bienvenue à tous dans l'enfer ou finalement peut-être la douceur de la conférence Est. Mitchell has his head up, takes the Levert feet. Oh my! Alors, après, probablement qu'on a dû vous envoyer hier le Lakers Wolves. Donc après la première série de la conférence Ouest, on bascule dans la conférence Est. La conférence qui d'ailleurs souvent est la conférence préférée des Européens parce que c'est celle qui est à l'heure européenne. Donc ça permet de voir des matchs un peu plus régulièrement. Et c'est vrai que souvent il y a des attachements un peu plus forts avec les équipes de la conférence Est que la conférence Ouest. En tout cas, c'est l'impression que je peux avoir. En tout cas, on va parler de cette chère conférence avec cette confrontation entre les Knicks et les Pistons. Et pour parler de tout ça, on est encore avec Paul, comme pour le Lakers Wolves. Ça va, Paul ? Ça va, ouais, en pleine forme. Toi, c'est ta conférence préférée, la conférence Est ou pas ? Bah, en termes de niveau de jeu, non. Ouais, ça c'est sûr. Je serais fou de dire oui. Mais vu que ma franchise elle est dans la conférence Est, j'ai envie de dire peut-être, ouais. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs avec cette campus. On a eu une franchise un peu en commun pendant un temps, même si moi je suis un sale traître. Hein, mais on a eu quand même des souvenirs en commun dans cette conférence Est. Et donc, forcément, on en partage, forcément. Il y a plus de rivalité, j'ai l'impression, dans la conférence Est que dans la conférence Ouest. Ouais, je suis assez d'accord. Et pour parler, alors, ça fait un moment que vous ne l'avez pas entendu, donc vous allez être content de le retrouver, mais forcément, on parle des Knicks, donc c'est le retour de Ben. Salut Ben, comment ça va ? Salut les gars, bah ça va très bien. Je voulais m'excuser parce qu'il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai insulté nos auditeurs chômeurs. J'ai quitté cette team pour retrouver un vrai travail et la vie est dure depuis, donc soutien à tout le monde et merci de m'écouter malgré ma voix fatiguée et mon expertise plus que bancale. Et donc merci à l'État français pour les subventions pendant le chômage du coup. Bah, j'étais pas vraiment au chômage, c'était un peu bizarre. En gros, je travaillais pas beaucoup, pour faire simple. Là, j'ai repris un vrai job. La vie est dure, hein. Mais au moins on va parler des Knicks, donc un peu de douceur dans cette vie morose. Sachant que travailler un peu maintenant, ça te permet non pas d'avoir un salaire, mais le RSA, hein, puisque Macron a... Bon, on va pas parler de politique ici, mais... on va ouvrir un nouveau podcast politique, et ça va être, ça pourrait être marrant. Ça pourrait être marrant. Bref, donc, on va parler de cette série entre les Knicks et les Pistons. Vous l'avez compris durant les premiers podcasts là, pour ces playoffs, mais on va reprendre à chaque fois le même format. Dans un premier temps, on se refait un peu les dynamiques des deux équipes, et les forces en présence, c'est-à-dire qu'est-ce qui a marché durant la saison pour telle ou telle équipe. L'objectif, c'est qu'on permette à tout le monde d'avoir les idées à peu près claires sur dans quelles conditions ces équipes arrivent en play-off. Et après, on rentre dans la match-up, ce qu'on a envie de voir un peu plus en détail dans cette match-up entre les deux équipes. Peut-être juste avant qu'on commence, messieurs, c'est une série qui vous enthousiasme un petit peu, Paul. Moi, tu vois, quand on s'est fait la liste un peu des équipes, je me suis dit, tiens, ce Knicks Pistons... il peut être assez équilibré finalement et il y a deux équipes qui ont des dynamiques, tu vois, un peu différentes. Je trouve ça assez cool en fait finalement comme série. Je sais pas si je suis enthousiasté parce que c'est la série qui m'enthousiasme le plus dans la terrible conférence Est, ou si alors je suis vraiment enthousiasmé parce que la série est enthousiasmante, quoi. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Ben, toi, qui en plus toi t'es fan des Knicks, donc forcément t'as un intérêt un peu particulier pour cette série.
Ouais, bah moi, en tant que fan des Knicks, je la trouve un peu trop équilibrée à mon goût. Si, si pour être honnête, et honnêtement, vu la nullité de la conférence, j'aurais préféré avoir ma série tranquille, moi aussi, et jouer contre une équipe qui devrait même plus être en NBA. Et non, nous on se tape les Pistons où t'as Isaiah Stewart qui va casser trois gueules entre chaque temps mort. Franchement, ça devrait être, comment dire, une série serrée pour mon plus grand non-plaisir. Alors effectivement, il y a une équipe qu'on pensait finir la saison comme une équipe un peu poids mort, mais qui finalement fait une belle saison. C'est les Pistons de Détroit. Paul, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la dynamique et de ce qui a bien marché ou de ce qui a moins marché dans cette saison côté Pistons, qu'on attendait clairement pas aussi haut. On est d'accord? Ouais, d'ailleurs, j'ai une petite stat à donner. Ils ont pris 30 wins cette saison, les Pistons. Faut savoir que c'est quand même la 6e meilleure perf all-time. C'est-à-dire il y a que 6 équipes qui ont autant augmenté, sachant qu'il y a quand même des équipes où tu vois, c'était les Spurs de Duncan où en fait David Robinson était blessé la saison dernière. Donc on est quand même sur une progression all-time d'une saison à l'autre de la part des Pistons, quoi. 30 wins, c'est énorme. Avec un Donc roster qui avait pas mal bougé, mais clairement, ouais, c'est ouais. un énorme boost. Ouais. Donc saison plutôt satisfaisante. Ils finissent pas très loin du top 15 en attaque, pas très loin du top 10 en défense aussi. Depuis le 21 décembre, ils ont quand même la 5e meilleure défense et la 12e meilleure attaque. Donc, globalement, sur les 4 derniers mois, ils ont quand même plutôt bien fini la régulière. Même si sur la fin, c'était pas si top que ça parce que Cade a loupé des matchs. Donc on verra dans quelle forme est-ce qu'ils arriveront là sur les premiers matchs face aux Knicks. Mais on a une équipe qui... On pouvait être inquiet à un moment donné parce que Jaden Ivey, qui avait fait des bonnes stats, qui avait fait un bon début de saison, il s'était blessé. Je crois qu'il va revenir là sur les playoffs. Avec quel rôle, bah, on verra parce que bon, il sera forcément pas à 100%. Mais ils ont été très surprenants. JB Bickerstaff, en fait, il est dans la course pour être coach de l'année. Alors que même nous, on avait dit quand même cet été que c'était pas la meilleure idée de prendre Bickerstaff. Et bah, faut avouer qu'on s'est bien trompé. Donc une bonne dynamique sans qu'elle soit excellente non plus, parce qu'ils n'ont pas super bien fini la régulière. Mais ils ont quand même 7 wins de moins que les Knicks, faut le rappeler. Mais ils arrivent quand même confiants, sans trop de pression, parce que c'est la première année du projet où en fait ils sont compétitifs. Donc ça va être aussi une série de tests, je pense, pour les Pistons. Mais en tout cas, il y a un projet qui ressemble à quelque chose, donc c'est déjà ça. Avec l'éclosion, enfin la vraie éclosion d'un joueur qu'on attendait depuis longtemps, qu'en plus il me semble que toi tu adores, c'est Kate Cunningham, qui est passé, c'est peut-être aussi un gros mouvement, quoi, qui est passé d'un statut de bon joueur un peu en devenir à vraie star installée. Toi, la saison de Cade, elle t'a plu, c'était ce que t'attendais, vraiment repositionné dans un vrai poste de meneur en plus cette saison, ce qui était un petit peu différent de ce qu'on voyait par le Ouais, mais passé. c'est marrant parce qu'avec Cade, il y a un... Moi, je pense qu'il a vraiment progressé sur beaucoup d'aspects. Notamment, je trouve, là où il a vraiment fait beaucoup plus d'efforts, c'est la défense. Après, j'ai vu pas mal de débats cette saison sur est-ce qu'il faut donner un MIP, un numéro 1 de draft, sachant que c'est vrai que les stats, elles n'ont pas non plus bondi, que ce soit les stats brutes ou les stats d'efficacité au scoring. Mais on avait quand même déjà vu sur la fin de saison dernière qu'il pouvait balancer des gros stats avec un bel impact dans son équipe. Et finalement, on a vu que bah, même s'il n'est pas si bien entouré que ça, il arrive à faire gagner cette équipe des Pistons. Donc, il a pris conscience de certaines choses. Il y a aussi un contrat qui arrive, ce qui fait la bonne saison au bon moment, hein, juste avant. Non, son contrat, il a déjà pris, il va peut-être être augmenté parce qu'il va peut-être être All NBA Team. Donc, saison très satisfaisante. Je pense qu'il a passé un cap dans le statut, comme tu l'as dit. On verra ensuite s'il confirme en playoff et par la suite. En tout cas, il porte vraiment la création dans cette équipe. L'efficacité au tir, toujours un peu compliqué. Il y a beaucoup de pertes de balles, mais par contre, un usage énorme. Il a 37% d'usage et une création énorme aussi, 40% d'assist percentage. Enfin, c'est vraiment, vraiment, vraiment colossal. Ben, toi, t'en as pensé quoi de la saison des Pistons, qui est une équipe qui avait fait des choix assez forts durant l'été. Le changement de coach en était un, mais au-delà du changement de coach, on l'avait noté, il y avait l'arrivée de beaucoup de shooters. Et cette équipe, elle avait d'énormes problèmes de spacing. Il y a eu l'arrivée de Tobias Harris, l'arrivée de Malik Beasley, quasiment dans le 5. Et là, pour le coup, le spacing a pris une autre dimension et l'attaque s'est mise à fonctionner, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors, l'attaque n'est pas encore une attaque élite,
mais en fait, on peut voir à quel point, euh, comment dire, Cade a su s'adapter et progresser, que ce soit dans son niveau individuel ou faire progresser pardon, collectivement les Pistons avec juste quelques petits ajouts qui sont pas des transformations de haute volée de l'effectif. Mais on voit à quel point un joueur qui a comment dire, un volume aussi important, parce que tu as rappelé les stats, il y a presque, enfin quasiment entre 40% d'usage, avec un énorme volume aussi bien de shooting que de passing, mais à quel point, en donnant un tout petit peu de mouvement, de shoot et de qualité un peu différente à ce type de joueur, tu transformes complètement une équipe. On reviendra après sur les détails, mais notamment on voit à quel point un joueur comme ça, un peu à l'instar de Tyrese Haliburton, euh, tu leur donnes des joueurs aussi qui vont vite, bah, tu peux relancer de la transition. Enfin voilà, il y a plein de petits détails qui font que bout à bout, bah, ça a bien plus fonctionné. Le fait que la conférence soit nullissime aide aussi, mais voilà, il faut saisir ces opportunités et ils ont su le faire, comme beaucoup ne le font pas, quoi. Avec un dernier point fort un peu important, c'est leur axe 1-5 en attaque, qui a vraiment bien fonctionné autour du pick and roll entre Cade et Jalen Duren, qui est notamment un pick and roll qui en fait a vraiment pas mal de création, parce que Cade, on l'a dit, playmaker incroyable, mais Jalen Duren est plutôt un vrai bon playmaker sur short roll. Et pour le coup, ça a plutôt bien fonctionné, même si les deux perdent beaucoup de ballons. Ça a plutôt bien fonctionné et ça leur a permis d'appuyer la défense qui était déjà fonctionnelle. De l'autre côté Knicks, Ben, tu as dit t'as un peu dit en amont, t'as un peu donné un ordre d'idée. Je crois que je me suis noté, les Knicks, ils ont qu'une seule victoire de plus que l'année dernière, alors qu'ils ont tout bougé. C'est quoi le bilan qu'on fait de leur saison? Alors, je trouve la saison elle est un peu bizarre parce que, pour être honnête, même en tant que fan, j'ai l'impression que la régulière elle était finie mi-février, quoi. Voire mi-janvier. En fait, t'étais à un stade où t'avais 10 victoires de retard sur les deux premiers et t'avais 10 victoires d'avance sur ce qui était derrière. Donc en fait, tu te retrouvais dans un entre-deux bizarre où tu jouais plus grand-chose. Alors après, il y a eu des petites blessures, etc. Il y a eu un peu une passe à vide au moment d'un road trip à l'ouest, etc. qui font que mis bout à bout, les Pacers notamment et les Bucks sont un peu revenus, mais au final, tu te retrouves avec une saison euh, un peu, j'ai envie de dire, mi-figue, mi-raisin, et pourtant, tu finis troisième avec un bilan quasiment pareil que l'année passée. Ça montre un peu la marge que tu as, enfin même une victoire meilleure que l'année passée. Donc ça montre un peu la marge et l'espérance que tu avais avec un tel effectif. Moi, pour comment dire, un premier jet de cette saison New Generation, si on peut dire, moi je suis plutôt satisfait, même si je pense que le plafond n'est pas si haut que ce que je pouvais espérer. Euh, mais différentes choses mis bout à bout ont fait que au fur et à mesure de la saison, j'ai pu voir ce que je voulais, j'ai pu voir Odi Anunoby prendre des responsabilités, j'ai pu voir Michael Bridges les prendre aussi. Il y a Towns qui a été excellent, bon Jalen Brunson ça reste pareil. Et puis même un peu cette fin de saison en dilettante, j'ai envie de dire, a permis de voir d'autres petits joueurs qui seront peut-être que gadgets pendant les playoffs, parce qu'on connaît Thibodeau, il va pas jouer à 10 en playoffs. Mais tu te retrouves avec comment dire, Landry Shamet qui, sur certaines séquences, peut aider et débloquer avec le spacing et une défense qui est pas dégueu. T'as toujours McBride, t'as même des Campaign, Achua, ou même des jeunes, bon, qui joueront pas, hein, mais qui ont pris un petit peu de minutes. Donc c'est un peu. Je pense que le plafond n'est pas très haut, mais que le plancher est quand même enfin, acceptable. Sachant qu'il y a eu un peu eu deux temps dans la saison. Il y a eu moi je trouve le avant la blessure de Jalen Brunson et le après, tu l'as esquissé et je suis totalement d'accord avec toi. Avant la blessure de Jalen Brunson, l'attaque a été quand même vraiment concentrée autour de Kat et de Mm. JB. Après la blessure de Jalen Brunson, on s'est rendu compte qu'en fait, Anunoby et Bridges, bah, c'était peut-être intéressant de les mobiliser en attaque. Anunoby a eu un vrai leap, pardon, je parlais en français, a eu une vraie augmentation de niveau après sa blessure, notamment offensive, et a été vraiment intéressant. Paul, t'en as pensé quoi, toi, de leur saison Onyx?
Moi, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de médias, peut-être parce que c'était un gros marché, qui étaient beaucoup plus optimistes que ce qu'ils ont fait réellement cette saison. Maintenant, en fait, ils ont sacrifié. Le truc avec les Knicks, c'est que finalement, quand tu regardes un peu leur construction d'équipe, ils avaient sacrifié de la profondeur pour avoir un espèce de vrai 5 majeur ultra fiable des deux côtés du terrain pour un contexte de playoff, notamment sur les ailes. Sauf qu'on s'est rendu compte que Michael Bridges, défensivement, c'est loin d'être le défenseur qu'il était à une époque. Que Kat, en fait, en protection de cercle, quand il a pas Rudy à côté de lui, c'est dramatique. Et que OG Anunoby et Hart, globalement, il faut quand même une saison défensive très satisfaisante. Mais par moment, il y a eu un peu moins d'investissement et tout. Et le problème, c'est qu'ils peuvent pas compenser ça sur le banc, parce que sur les ailes, en fait, il y a personne. Genre Landry Shamet et Campaign, bon, dans la conférence Est, tu vois, ils ont pas eu un impact forcément négatif, mais tu sais qu'en playoff, ce sera pas suffisant. Après, il y a eu Mitch Robb qui a été blessé pendant un long moment. Il a joué quoi, 20-25 matchs maximum. Donc ça compte beaucoup, parce que je trouve que quand il est revenu, il y a eu un autre visage des Knicks. Donc voilà, après on a vu aussi peut-être le plafond de certains mecs comme Miles McBride. Je trouve que sa saison est pas si ouf que ça. Elle est un peu décevante défensivement. Maintenant, c'est quand même une équipe qui a été construite pour les playoffs. Donc j'ai l'impression qu'ils peuvent aussi surprendre du monde, même si on l'a vu, ils ont gagné aucun match face aux 3 meilleures équipes de la ligue. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu inquiétant. Contre le top 10 des meilleures équipes de la ligue, ils ont seulement le 22e defensive rating. Mais peut-être qu'on les sous-cote un peu parce que ils étaient peut-être pas si saison régulière compatibles que ça, quoi. Ouais, et qu'ils ont eu pas mal de blessures, et notamment pour la protection de cercle, tu l'as dit, la blessure de Mitchell Robinson est importante. Ben l'a beaucoup dit aussi dans les différents podcasts, si vous avez pu les écouter, mais c'est aussi une année 1 d'un projet, et donc l'effectif il n'est pas totalement finalisé, et on attend un peu l'été prochain pour voir ce que ça donne. Juste pour rappel, sur la saison régulière, effectivement, ils n'ont pas été très bons contre les équipes du top 3, ils n'ont pas été très bons non plus contre Détroit, parce que Détroit mène 3-1 la série sur la régulière. Et donc, globalement, en fait, ils ont été très très forts contre les... Enfin, ils ont vraiment rien laissé passer en victoire facile. Par contre, quand le niveau montait un peu, moi je suis d'accord avec Paul, notamment pour des questions, des vraies problématiques sur la défense intérieure, ils ont eu plus de difficultés, quoi. Ouais. Juste pour revenir sur ce 3-1, bon, je pense que c'est toujours à mesurer ces stats-là, parce que notamment là, les Knicks sur les deux des défaites, c'est sur ce dernier mois ou dernier mois et demi. Donc il y a notamment une défaite où Brunson y revenait. Je sais pas si c'était son premier match où il était juste en sortie de blessure. Celle d'avant, bon, tu perds sur un match à 40 points ou 38 points de Cade, sachant que c'était dans une période où, comme j'ai dit, j'ai l'impression honnêtement tout le monde s'en foutait un peu, quoi. Donc bon, c'est toujours important de regarder ce qui s'est passé dans la saison régulière, mais on a déjà vu des séries, notamment je crois que c'était le Suns Wolves de l'année dernière, où le Suns Wolves de l'année dernière en saison régulière, les Suns étaient plutôt dominants et ils se sont fait taper proprement en playoff, quoi. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur la saison des Knicks, ou est-ce qu'on passe à la match-up ? On passe à la match-up ? Allez, c'est parti. Donc, le principe, il est simple, c'est un ping-pong, vous avez l'habitude. Chacun, à leur tour, ils vont vous dire ce qu'ils ont envie de voir dans cette série et ce qu'ils attendent, et puis on en débat un petit peu. Qui commence ? Paul, je te laisse commencer. Attends, juste, on devait pas parler des forces et des faiblesses avant ? Bon, on l'a un peu fait avec le récap sur la saison, sauf s'il y avait des éléments que tu voulais donner en plus sur les forces ou les faiblesses d'une des deux équipes, n'hésite pas. Ouais, les Pistons. Et bah alors sur les Pistons, c'était quoi les éléments sur les forces et faiblesses que tu voulais noter ? Physiquement, c'est une équipe qui arrive à être top 10 rebond offensif et top 10 rebond défensif. Donc déjà, tu as une vraie... j'ai l'impression qu'ils se sont quand même un peu transformés, notamment Jalen Duren, où il a enfin compris qu'il pouvait dominer physiquement. Puis même un Ozar Thompson, tu vois, tu sens que lui, c'est plus athlétiquement où il domine, mais du coup, c'est un peu lié. Donc là-dessus, finalement, les Knicks, qui étaient ultra dominants physiquement dernièrement, avec la perte d'Hartenstein, ça va être intéressant, quoi. On en reparlera dans la match-up. Ben l'a dit, ils utilisent beaucoup plus la transition en attaque. Ils ont quand même la 4e fréquence d'utilisation en transition, notamment avec tous les shooters, les Tim Hardaway et les Malik Beasley. Sans avoir un rim protecteur élite, ils protègent plutôt bien le cercle, parce qu'en fait ils concèdent que la 6e fréquence et
ils ont la 7e meilleure défense en adresse. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, je trouve qu'il y a quand même des problèmes de spacing, notamment sur le front de courte, où c'est un peu le problème de cet effectif, c'est qu'ils ont un effectif un peu tout ou rien, c'est-à-dire que soit tu as des très bons shooters avec Malik Beasley et Tim Hardaway, soit en fait tu as des mecs qui sont très forts en défense, mais on se pose quand même 2-3 questions en attaque, comme Hauser qui a pas du tout de shoot, voire même Ron Holland qui sera peut-être utilisé dans la série, et qui a pour l'instant pas du tout de shoot non plus. Donc il y a des profils un peu tout ou rien. Et pour les playoffs, on sait que c'est quand même pas tough. Pour la régulière, tu subis pas trop parce qu'il y a toujours un mec en fait pour mettre ses shoots ou pour défendre. Mais il y a peut-être des faiblesses qui vont être exploitées en playoff, donc on verra quoi. Ouais, c'est toujours un élément important, effectivement, de rappeler que le tout ou rien sur les playoffs, ces profils-là, souvent, ils ont tendance à être ciblés et à être pas jouables, quoi. Donc, tu vois, par exemple, je suis tout à fait d'accord avec toi, tu vois, un Ozar Thompson, qui est assez important, quand même, dans leur effectif, on va peut-être en parler dans la match-up. Bah, à voir si au final ils n'arrivent pas à cibler son manque de shoot et qu'en fait il t'impacte trop ton spacing et il peut pas jouer. Et s'il peut pas jouer, c'est un de tes gros défenseurs qui joue pas. Et c'est un peu impactant. Je vous propose qu'on passe aux éléments sur la match-up, justement, pour essayer de dire un peu ce qu'on a envie de voir. Et Ben, je te laisse la main. Quel est le premier élément que tu as envie de voir dans cette match-up? Ouais, alors, pour moi, en fait, la série peut être pliée assez rapidement, positivement pour New York, si tu arrives évidemment à contrer un minimum Cade. Et je pense que, en fait, on a pas mal évoqué tout au long de la saison la difficulté de Mikal notamment à défendre les ball handlers. Je pense que Cade, c'est le profil parfait qui peut défendre. Parce que il a du mal contre les mecs petits, vifs. On l'a dit pas mal de fois, il a du mal dans la navigation d'écran quand le ball handler est rapide derrière, qui met un premier pas plus un écran, tu le revois plus, et Mikal a du mal à suivre. Là, c'est quelqu'un de physique qui a pas un poste, enfin qui a pas un physique de poste 1 de base. Et Mikal Bridges, il est beaucoup plus à l'aise avec ce genre de joueur. Comme les autres défenseurs des Knicks, que ce soit Josh Hart ou même OG Anunoby, quand il faut défendre, ils sont beaucoup plus à l'aise à défendre ça que des Darius Garland, par exemple. Et donc, je pense que pour Cade, bon, comme j'ai dit, il y a eu un match où il a mis 38 points, etc. Il y a évidemment, ça reste un excellent joueur, donc il y aura des cartons. Mais il y a un monde dans lequel les Knicks arrivent à peu près à le contenir. Et dans cette situation-là, je pense que ce sera très compliqué pour les Pistons. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Paul, du niveau de liberté que devrait réussir à avoir Cade dans cette série? Où effectivement, la défense de Mikal Bridges, on l'a beaucoup dit, elle est très dépendante du profil qui défend, et c'est plutôt effectivement les profils rapides où il a du mal. Ouais, en fait, là j'étais en train d'y réfléchir, mais c'est vrai qu'entre Josh Hart, Michael et Anunoby, ils ont peut-être intérêt à envoyer un peu Bridges en défense 1v1 sur Cade. Parce que finalement, les Pistons, ils utilisent quand même pas mal les écrans pour les shooters comme Tim Hardaway et Malik Beasley. Donc Michael Bridges, je sais pas s'il sera si à l'aise que ça dans la navigation d'écran. Et pour le coup, je pense que des Anunoby et des Josh Hart, ils se démerdent mieux là-dessus. Donc c'est peut-être intéressant d'envoyer Bridges là-dessus. Et comme l'a dit Ben, peut-être qu'il subira pas soit son manque de vitesse, parce qu'en fait, il est pas si rapide que ça. C'est quand même un mec qui est plus en mode, ok, je contrôle mon propre rythme et j'instaure pas une pace ultra rapide à mon équipe. Et physiquement, tu vas pas non plus tant subir que ça. Je pense qu'on sous-estime quand même l'impact physique de Cade, même même à l'échelle NBA. Mais c'est peut-être la meilleure solution parce que à côté, tu as quand même du monde aussi sur lesquels tu dois défendre, quoi. Oui, parce qu'ils peuvent avoir une autre possibilité, c'est OG Anunoby, qui pour le coup peut être un profil aussi intéressant sur Cade, si jamais le côté physique prend un peu le pas. C'est vrai que les Knicks, ils ont quand même construit cette armée d'ailiers défensifs qui fait qu'ils ont quand même pas mal d'arguments quoi, pour aller chercher ce genre de joueurs. C'est quand l'été dernier, ils ont construit, enfin, toute la saison dernière jusqu'à l'été dernier, ils ont construit cet effectif. C'était pour les profils comme ça, je pense de base, ils pensaient évidemment à Boston. Comme ça, tu as deux wings contre les deux JT.
Et là, bah, ça tombe un peu parfaitement, j'ai envie de dire, sur les Pistons. Donc, je suis assez d'accord quand même que tu peux alterner, même si on l'avait évoqué dans un épisode en début de saison. Les Knicks, ils aiment bien quand même garder Anunoby et Hart sur les ailes, notamment s'il y a Ozar Thompson qui joue beaucoup, parce qu'on va revenir dessus, la défense de Karl Anthony Towns proche du panier est assez catastrophique. Les Pistons appuient beaucoup là-dessus, donc tu seras bien content de renforcer ta raquette avec des mecs physiques et plutôt verticaux comme Anunoby et Hart. Et que le meilleur moyen pour ne pas prendre des pagnes dans la raquette quand tu n'as pas un bon protecteur de cercle, c'est de faire en sorte que les gens n'accèdent pas au cercle. Et donc ces Exactement. profils-là sont intéressants sur leur capacité à aider, bloquer le drive et repartir après, repartir sur les shooters. Paul, est-ce qu'il y a un autre point que tu as envie de voir dans la match-up et que tu attends avec impatience? Ça va être la défense au global des Pistons face à l'attaque des Knicks, mais surtout sur la gestion du cas Brunson et Karl Anthony Towns. Sur le dernier match de régulière entre les deux, là, bon, il n'y avait pas Ogina Anunoby, je pense que ça change quand même pas mal de choses. Ils ont plutôt bien réussi à enrayer l'attaque des Knicks. Je crois que 4 finit avec 7 turnovers. Parce qu'en fait, ils ont un luxe qui est peut-être un peu sous-coté, c'est qu'ils ont une vraie rotation sur le poste de pivot derrière Jalen Duren avec Isaiah Stewart. Et au final, quand tu es un Karl Anthony Towns, soit tu tapes Jalen Duren, soit tu tapes Isaiah Stewart. Et bon, Stewart, la plupart des gens, c'est vrai qu'ils le connaissent parce qu'en fait, il peut pas s'empêcher de se taper avec un mec un match sur 3. Mais ça reste quand même un joueur solide, un joueur qui a des skills. Il était très haut placé, haut ranké à la sortie du lycée. Donc il a des skills en attaque, il est quand même physique, il défend plutôt bien. Et ça va pas être si facile que ça pour 4 parce qu'en fait, tu vas pas avoir de répit, quoi, que ce soit avec Duren et Stewart. Donc la gestion du cas 4, elle va être intéressante et comment est-ce que les Knicks s'ajustent. Et ensuite, le truc, c'est que ça va être la gestion du cas Brunson. Parce que est-ce qu'ils ont tant de matos que ça? Et surtout, comme on l'a dit, ils ont un peu des faiblesses défensives comme avec Beasley et Hardaway. Et on sait que Brunson, lui, il va aller chasser la mismatch et il s'en fout un peu euh, de qui va défendre sur lui. Il va faire son taf et tout, quoi. Et le truc, c'est que, ok, les Pistons, ils défendent bien le cercle. Mais est-ce qu'ils défendent si bien que ça le mi-distance? Pas sûr. Et on sait que les Knicks, c'est une équipe qui est très axée mid-range, notamment avec Brunson et Michael Bridges, qui est une des meilleures adresses à mi-distance de la ligue cette saison. Donc ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont faire, qui est-ce qu'ils vont envoyer au charbon sur Brunson. Et surtout, si jamais il y a des profils comme Anunoby et Bridges qui commencent à mettre dedans à 3 points, comment est-ce qu'ils s'ajustent aussi vis-à-vis de ça, quoi. Sur ce que tu définis, là, il y a notamment donc deux cas. Le cas de ce que Towns va réussir à faire et ce que Brunson va réussir à faire. Ben, sur le premier, sur Towns, comment, toi, ce que tu as vu dans la saison, comment il arrive à réagir là à ces doubles rotations défensives? Il n'y en a pas tant d'équipes qui ont ça, hein, d'avoir deux pivots très physiques et assez agressifs d'ailleurs, parce que c'est deux joueurs avec des gros volumes de jeu, en plus Jalen Duren et Isaiah Stewart. Comment il réagit généralement à ça, Towns? Bah, alors, je pense que oui, il peut être, comment dire, vite émoussé. On l'a déjà vu, Kat, physiquement être épuisé. J'ai pas envie de dire assez facilement, mais c'est déjà arrivé. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que Paul l'a évoqué quand on parlait un peu des dynamiques, c'est qu'il y a aussi Mitchell Robinson. Du coup, dans plusieurs situations, tu peux décider de le reposer sans comment dire, compromettre complètement ton effectif, comme ça a été le cas à un moment de la saison où bon, soit tu faisais jouer Jericho Sims, soit tu avais Precious Achiuwa, mais qui est quand même beaucoup moins adéquat que Mitchell Robinson. Là, tu as un vrai backup de qualité. En plus de ça, ça a été très peu fait pendant la saison, j'ai pas les stats en tête, mais dans certaines situations, en fonction des match-ups, si tu as envie d'être un peu original, tu peux faire comme les Wolves et mettre 4 à côté de Mitchell Robinson dans certaines situations. Et donc en fait, avec le retour de Robinson, tu te retrouves avec une multitude d'options euh, que tu n'avais pas pendant 80% de la saison, quoi. Donc moi je pense que ça va être comment dire, un point très important. Je suis plutôt, je peux envie dire plutôt rassuré, mais je pense que ça peut le faire.
et qui peut tenir grâce à Robinson notamment, le rang face aux deux monstres physiques en face, quoi. Alors juste pour information, hein, Towns et Robinson ont été alignés 47 minutes ensemble sur la saison, mais Ouais, en voilà, réalité ils ont quasiment pas joué. mais en réalité c'est un peu trompeur parce que ça représente quand même 17-18% du temps de jeu de Mitchell Robinson sur la saison. C'est surtout que Mitchell Robinson a peu joué. Ouais, il a Donc, quasiment pas joué. Ouais. ouais, donc pour le coup, Thibodeau a essayé de le faire quand même sur les temps où Mitch Robinson a été disponible. Et effectivement, en plus, Kat peut offrir ce mismatch nécessaire si jamais ils se rendent compte qu'ils n'ont pas besoin de jouer en 5-out. Et du coup, ils peuvent repositionner 4 en 4. 4 en 4. Et sur Jalen Brunson, je te pose encore la question, Ben. Bon, là, on est quand même dans l'espace de confort de Jalen Brunson. Là, ce genre d'équipe, c'est totalement son espace de confort, non? Ouais. Bah là, j'ai beaucoup moins de doutes. En plus, c'est assez rare, mais là, les Knicks arrivent tous à peu près en forme. Ouais. Parce que l'année dernière, il y avait beaucoup de blessés, etc. Là, tout le monde est à peu près en forme. Brunson, il revient de ça. Il a refait 5-6 matchs de retour de blessure pour se remettre en jambes. Donc, oui, comme l'a dit Paul, en fait, les Pistons, c'est une équipe à compromis, mais compromis un peu chiant. Enfin, les Knicks, c'est un peu chiant pour leurs compromis, en fait. C'est que leurs joueurs offensifs sont trop mauvais défensivement pour que Brunson s'en inquiète, et leurs excellents joueurs défensifs, dont notamment Ozar Thompson, est vraiment trop négatif offensivement. Et donc tu te retrouves dans un juste milieu où bah, soit tu fais le choix de te faire tuer par Brunson, soit t'attaques à 4, quoi. T'attaques à 4. Ah, c'est compliqué, ces phrases-là. Mais donc en fait, tu te retrouves avec un peu un débat philosophique lequel tu te feras perdre le moins de points. Enfin, voilà, tu te débrouilles. Et donc je pense que ouais, Brunson, bah, déjà quand tu vois la série qui sort la saison passée face à Philly, dans la même situation, avec un effectif qui, de souvenir, était quand même peut-être un petit peu plus fort et avec un peu plus d'options sur les postes arrière pour le défendre. Bon, là, j'ai totale confiance en ce bon Jalen. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, pour la défense de Détroit, d'avoir un chasseur de mismatch comme les Brunson, qui aime quand même beaucoup faire ça, et qui en plus, Paul l'a dit, autant ils sont devenus pas trop mauvais sur la défense de cercle, autant il y a ce truc un peu bizarre avec Jalen Brunson, c'est qu'il joue énormément de mi-distance et très très bien, et qu'il y a peu d'équipes qui construisent leur défense pour ça. C'est vrai qu'il devrait être assez à l'aise. Si on enlève le match où il était en retour de blessure, il a tourné à 33 points de moyenne cette saison contre Détroit. Bon, c'est jamais que deux matchs, mais en tout cas, il était plutôt à l'aise. Ben, quel est le troisième élément que tu as envie de voir dans cette match-up? Ouais, on l'a rapidement évoqué, mais pour moi, il y a un élément très important, ça va être la pace, la vitesse de jeu, parce qu'on est vraiment à deux opposés, notamment avec la question de la transition côté Détroit, parce que les Knicks sont une équipe qui, historiquement, notamment avec Brunson, aime bien prendre leur temps, là où les Pistons sont un peu dans le sens contraire. Donc ça va être un questionnement plutôt intéressant, voir à quel point les replis défensifs des Knicks vont être appuyés et comment dire, travaillés. Parce que c'est vrai que sur cette deuxième partie de saison, comme j'ai dit, il y avait un peu des matchs en dilettante. Du coup, tu prenais beaucoup de points, parfois en transition un peu bête, etc. Je pense que ça va être moins le cas actuellement. Enfin, moins le cas pour les playoffs, pardon. Tu as des joueurs, on l'a déjà évoqué, qui sont rapides, qui mettent beaucoup d'énergie en défense, que ce soit Hart, Anunoby, Michael Bridges, tous ces mecs-là. Donc je pense que tu peux un peu, faire dérailler la machine des Pistons, parce que j'ai pas vu tant de matchs que ça des Pistons, mais de ce que j'avais comme vision, c'est que ces points faciles les mettaient dans un rythme qui permettait ensuite d'installer leur jeu beaucoup plus facilement. Est-ce que les Knicks vont réussir un peu à sentir ce rythme? Telle est la question, et j'espère que ce sera oui. Sachant que les Pistons, hein, c'est la 5e équipe qui joue le plus la transition de la ligue. Paul, t'en penses quoi, toi, de ce point-là sur... Est-ce que c'est plutôt Détroit qui va réussir à imposer sa transition? Est-ce que tu penses plutôt que les Knicks vont arriver à la défendre? Comment tu vois le truc?
Bah, vu qu'en fait, les Knicks, pour le coup, il y a pas mal de défauts défensivement, mais ils ont bien défendu la transition cette année. Je crois qu'ils sont dans le top 10 en fréquence et en points alloués. Donc, c'est peut-être pas finalement une si bonne nouvelle que ça pour les Pistons, parce que eux, pour le coup, ils l'utilisent beaucoup, comme on l'a dit dernièrement. Donc, je sais pas si ça va être tant un aspect qui va faire une grosse différence. J'y crois pas trop, honnêtement, pour être honnête. Je pense pas que la série va jouer sur la gestion de la pace, parce que les Pistons vont essayer de mettre du rythme, mais finalement, bah, les Knicks, ils vont peut-être bien réussir à imposer leur rythme. Donc, ça va peut-être plus se jouer sur demi-terrain qu'autre chose. Donc, on verra. Ouais, mais moi, c'est en ce sens-là que je pense que c'est un point positif pour les Knicks. Et on sait à quel point enfin, je sais pas si c'est un adage ou si c'est la vérité, s'il y a moins de transition en playoff. Mais si c'est le cas, les Knicks sont beaucoup mieux dotés pour jouer le demi-terrain que les Pistons, où on peut voir sur les stats d'efficacité, etc., que les Pistons sont quand même dans le milieu du tableau, là où les Knicks, ça reste quand même une très très bonne attaque. C'est la 5e attaque en offensive rating, notamment. Euh, donc je me dis que si tu arrives à réduire, que ce soit naturellement, juste par le fait d'être en playoff, ou via des vraies tactiques, la transition, tu peux gratter quelques points qui, en playoff, ne sont jamais de trop, quoi. Juste pour préciser, hein, en s'appuyant un peu sur ce que disait Paul, les Knicks sont la 12e équipe sur la défense de la transition en termes d'efficacité. Par contre, effectivement, c'est une équipe qui arrive à bien la limiter, puisque c'est seulement la 6e équipe qui concède le plus de transitions en fréquence. Donc c'est ok, ça leur arrive d'en concéder, mais c'est une équipe qui arrive à bien faire en sorte qu'il n'y en ait pas. Et ça, c'est les conséquences de leur jeu assez lent autour de Jalen Brunson. Et de toute façon, Thibodeau a un peu masterisé ce truc-là, hein, la bataille des possessions et le fait d'avoir un maximum de possession demi-terrain où il est souvent plus à l'aise que ses adversaires. On Ouais. peut même Où tu imaginer perds pas de qu'en playoff, ballon. ouais, exactement. Et on peut imaginer qu'en playoff, ça augmente encore un petit peu. Paul, quel est l'autre élément que tu as envie de voir dans cette série? Le supporting cast des Pistons en attaque. Donc, derrière Cade Cunningham. Je pense que Cade Cunningham, pour une première en playoff, il y a des match-ups plus durs, notamment en défense. Je pense que bon, il va prendre du Josh Hart, du Anunoby par moment, mais tu vois, si jamais il a Michael Bridges sur le dos toute la série, je veux dire, il y a pire quand même. Donc j'ai pas l'impression. Moi, je pense que Michael, que Cade, pardon, il va faire sa série. Maintenant, le truc, c'est que si jamais il y a des matchs où il passe à côté, qui derrière prend un peu le flambeau offensif? Ils ont pris Schroeder à la trade deadline, mais en fait, bon, c'est quand même un peu, ça devient très compliqué là, Schroeder. Il est pas très efficace, hein, que ce soit à Brooklyn, oui, mais aux Warriors et aux Pistons, non. Est-ce qu'on verra un peu plus d'Aozar sur la création sur demi-terrain, balle en main? On a vu que Tobias Harris a fait une bonne série. Ils vont peut-être run beaucoup plus de systèmes pour les shooters comme Tim Hardaway et Beasley. Donc, quelle est la réelle hiérarchie finalement dans cette attaque derrière Cade, si jamais Cade met pas trop dedans à mi-distance? Donc, je serais curieux. Je pense quand même qu'ils peuvent assez dominer sur le rebond offensif et notamment pour aller chercher des tirs au cercle, parce que on sait que les Knicks, ils ont un peu du mal sur la défense de cercle. Maintenant, à quel point est-ce qu'ils seront vraiment bons? Un mec comme Hauser, tu vois, est ultra athlétique, je pense qu'il peut avoir son impact dans cette série. Il n'a pas non plus un toucher incroyable au cercle. Donc, ce sera intéressant de voir à la fin de la série, en fait, tu regardes le box score et tu te dis, ah ok, en fait, finalement, les Pistons, ils ont perdu parce qu'il n'y a aucun mec qui a mis plus de 13 points par match, quoi. Ce qui est sûr, en tout cas, dans le prolongement de ce que tu dis, c'est que il y a peu d'équipes en fait qui dépendent plus de leur meneur de jeu que les Pistons, parce que on l'a dit, Cade Cunningham, il a un usage de dingue, hein. C'est le 3e plus gros usage de la ligue, derrière Lamelo et Luka Doncic. Mais en plus de ça, sur les relais qui sont pris durant la saison côté Pistons, les relais c'était souvent 2 joueurs, soit Malik Beasley qui effectivement a apporté quand même beaucoup d'impact en sortie de banc les moments où il n'était pas là, mais on sait que Malik Beasley, ses dernières expériences de playoff lui ont montré qu'il n'était pas toujours jouable, voire souvent pas jouable, parce que défensivement il est trop ciblé. Donc à voir s'il peut l'être. Reste Dennis Schroeder qui est toujours jouable, parce que pour le coup défensivement il fait toujours le taf.
Mais bon, Dennis, tu l'as dit quoi. Enfin, il y a un côté un peu. Parfois, ça tombe clairement du bon côté. Et parfois, ça tombe clairement du mauvais côté. Et il devient même compliqué à faire jouer parce qu'offensivement, il cause trop de déchets. Comment tu le vois, toi, cet aspect, Ben, de la dépendance à Cade et donc surtout de la capacité du supporting cast de Détroit à apporter des trucs, quoi. Ouais. Bah, moi, j'ai très peur pour eux, notamment pour Beasley, parce qu'en fait, j'ai en souvenir la série de l'année passée face à Philly, et on a vu par exemple le cas, c'était à Philly, Buddy Hield, c'était ça, je crois. Et Buddy Hield, en fait, il rentrait sur le terrain, il faisait 3 minutes, il se faisait cibler non-stop par Jalen Brunson, il ressortait. En fait, ils n'ont pas pu le faire jouer. Alors, je pense que Malik Beasley n'est pas un aussi mauvais défenseur que Hield, mais on n'est pas très très loin non plus, quoi. Ça reste En suffisamment fait, bas pour se faire démonter à chaque fois, quoi. ouais. Ouais. Et puis surtout, je pense que Détroit est beaucoup plus dépendant de Beasley que Philly ne l'était de Buddy Hield. Donc il va plus jouer, Malik Beasley. Mais en fait, j'ai peur que en fait, son impact soit vraiment trop faible négativement, et donc négativement, défensivement, pardon. Donc peu importe ce qu'il apportera offensivement, à part si, évidemment, il met 7 sur 9 à 3 points, oui, bon, tu peux pas faire grand-chose. Mais je pense que son impact défensif sera beaucoup trop faible pour compenser ce qu'il apportera offensivement. Et du coup, je pense que celui qui peut avoir un grand rôle, c'est Tobias Harris. Tobias Harris, qui est un peu un joueur mid positif, enfin je sais pas trop comment le décrire, mais on a un peu l'impression que c'est linéaire, mais qui dans certaines situations va se retrouver, enfin si tu te retrouves dans une situation où tu te dis que tu double Kate n'importe quand, ou que tu essayes de lui faire perdre, enfin lâcher la balle, bah, il va se retrouver avec beaucoup de situations où c'est lui qui va devoir prendre les décisions, quoi. Et je suis intrigué par ça parce que j'ai vraiment l'impression que ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Donc ça m'intrigue un peu là-dessus. J'ai pas d'avis particulièrement, je suis juste intrigué. C'est l'éternel espoir, hein, Tobias Harris, d'avoir un Ouais, mec qui est ça. capable de prendre ses responsabilités dans ces moments-là et que ça finit un peu par être décevant, notamment quand les playoffs arrivent. En tout cas, le point que Sid Paul rappelle à quel point la viabilité de la série, c'est-à-dire ce qui peut faire en sorte que c'est une série ou pas, et en tout cas est dans les mains de Cade, quoi, parce qu'effectivement, si Cade est bloqué, Détroit a peu d'éléments autour pour apporter le relais. Ben, est-ce que tu vois un autre point? On s'en garde encore un chacun, ça vous va? Et Ouais. maximum? Allez, parfait. Ben, Euh, alors moi, là, ça va être le côté un peu dont j'ai peur pour New York. C'est la défense du cercle, quoi. On l'a un peu évoqué, mais à New York, le gros souci, enfin, le souci, c'est plus déjà défensif qu'offensif. Parce qu'offensivement, c'était le 5e offensive rating, et je pense qu'on est tous un peu d'accord sur le fait que les joueurs sont suffisamment forts et le système fonctionne suffisamment bien pour que ça fonctionne en playoff. La question, ça va être défensivement. Je crois on finit 13e defensive rating, donc ce qui est mieux que ce qui était annoncé sur les premières semaines de la saison, mais il reste quand même des points qui sont un peu inquiétants, et notamment la défense du cercle. Pour donner 2-3 stats, alors je retrouve juste ça. En fréquence, on est la 24e pire défense du cercle. Il y a on prend 33% des shoots adverses au cercle, donc c'est quand même beaucoup. Euh, et en fréquence, en réussite, pardon, c'est dans la moyenne, et on est même dans la moyenne négative pour les short mid. Donc en gros, on prend beaucoup de shoots au cercle, et on défend pas très bien ces shoots-là. A contrario, si on parle de Détroit, Détroit, c'est une équipe qui shoot beaucoup au cercle et beaucoup dans le short mid. Ils sont au top 10 dans les deux catégories. Et bon, ils sont pas très très bons en finition au cercle, même plutôt dernier tiers. Mais on sait jamais sur de la fréquence, et surtout contre une équipe qui est vraiment pas bonne dans ce cadre-là, ça peut vite monter, quoi. Donc ça va être un élément important, et la défense notamment du duo Brunson-Cat pour défendre le duo Cade plus pivot de votre choix, bah, ce sera un point important. effectivement, s'ils ont manqué d'efficacité des trois sur
la capacité à finir au cercle, ils n'ont pas de problème pour y aller. C'est une équipe qui sait aller au Ouais, cercle. exactement. Et donc, dans un contexte où tu as une équipe qui est pas bonne sur la défense de cercle, on va voir ce que ça peut donner. Paul, t'en penses quoi, toi, de ce point-là? Euh, J'ai l'impression quand même que les Pistons, c'est un peu une bonne match-up vis-à-vis de ce gros défaut des Knicks. Parce que autant, ok, ils y vont au cercle, mais tu vois, un mec comme Cade, il est pas du tout adroit au cercle. Il est adroit à mi-distance, sur short mid et sur les long mid, mais vraiment au cercle, il est pas adroit. Il est même pas dans je crois qu'il est 30e percentile, il est même pas à 60%. En plus, je crois qu'il est parmi les point guard et il fait quand même un 96, il est grand, quoi. C'est un des gros problèmes de Cade, c'est son athlétisme au global, c'est qu'il n'est pas encore assez capable d'aller chercher des paniers rentables et faciles au cercle. Et c'est pour ça qu'il a une adresse aussi qui est inférieure à la moyenne, même si ça reste sur un gros volume. Il est à 98 de TS+, cette saison, donc c'est pas si ouf que ça, quoi. Donc là-dessus, t'as peut-être la bonne match-up en fait pour les Knicks. Après, il y a quand même des bons drivers à côté. Je pense que Tobias, tu vois, c'est un driver qui est assez sous-estimé parce que lui, pour le coup, il sait bien utiliser son physique. Pareil pour Hausar, pareil peut-être pour Ron Holland en sortie de banc. Donc ils ont quand même du matos pour aller chercher des points faciles. Mais maintenant, c'est comment est-ce que ça va être mis en place par JB Bickerstaff? Parce que je sais pas si vous vous en souvenez, il y a 2 ans, mais il y avait aussi JB Bickerstaff face à Thibodeau. Et T'en fais moi, je me encore des rappelle, cauchemars. j'en fais encore des cauchemars alors que ça fait 2 ans que c'est terminé cette histoire, quoi. Donc ça va être intéressant. Bickerstaff, il aura des vraies responsabilités sur cette série parce que même si les Knicks, je pense, sont favoris, il y a la place. Je pense qu'il y a la place pour aller faire quelque chose et on verra ce qu'il fera, quoi. Effectivement, un Cade sur l'adresse est très faible au cercle. Il pâtit aussi le manque de spacing de cette équipe, dont les Knicks risquent de s'alimenter de ça, c'est-à-dire des D4 pour le coup, en lâchant les Ozar Thompson, en lâchant les shooters moyens. Il y a quand même pas mal de minutes avec Dennis Schroeder et Cade. Il n'y a pas de doute qu'ils lâcheront Dennis Schroeder dans ces moments-là s'il faut aller au cercle. Et effectivement, ils ont pas mal d'arguments pour compenser cette faiblesse structurelle au cercle. Ouais. Je me permets de le rajouter, mais on l'a déjà un peu évoqué, mais les Knicks ont d'excellents joueurs d'aide pour aller au panier. Que ce soit Hart ou Anunoby, souvent c'est eux qui défendent les corners. Et à chaque fois sur la rotation, c'est vraiment très 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 fort, quoi. Donc là-dessus, c'est vrai que les Pistons, c'est un peu la cible idéale. Il y a d'autres situations, peut-être plus tard dans les playoffs, mais par exemple, si tu prends les Celtics en demi de conf, là, c'est plus la même histoire. Mais dans un premier temps, les Pistons, c'est vrai que ça semble être la proie facile, même si on sait jamais ce que ce bon vieux 4 en défense peut nous réserver. Effectivement. Paul, est-ce que tu vois un dernier point que tu souhaites voir dans cette match-up? Comme toutes les match-ups de playoff, ça sera la bataille physique, hein, entre les Knicks et les Pistons. Les tontons dans la raquette. Là, il y a du tonton dans la raquette. Entre Mitchell Robinson et Isaiah Stewart, Jalen Duren, là, il y a du bon tonton dans la raquette. Donc ça va être intéressant. Je pense que sur la saison, les Pistons, que ce soit en attaque ou en défense, ils sont quand même plus dominants au rebond et plus dominants physiquement que les Knicks. Après, les Knicks aujourd'hui sont quand même très dépendants de Mitch Robinson. Donc lui, il faudra qu'il fasse sa série. Et c'est vrai que sur la saison, du coup, c'est des chiffres où il y a Mitchell Robinson qui a joué que 30 matchs, quoi. Ou 25, je sais plus combien il en a joué. Donc ça va être important. Et j'ai l'impression que si jamais en fait les Knicks ils arrivent à plutôt bien gérer en fait cette domination physique sans forcément dominer physiquement, mais en fait ils perdent pas l'aspect là-dessus. Sur beaucoup d'aspects, comme on en a discuté, ils sont quand même un peu supérieurs et favoris. Mais si jamais les Pistons commencent à dominer physiquement, que en fait Isaiah Stewart et Jalen Duren c'est très bien face à Kat et face à Mitchell Robinson, que même sur les postes extérieurs, tu vois, où finalement ils ont des mecs physiques comme Cade, comme Ron Holland qui est quand même très physique et athlétique, Hausar aussi, Tobias Harris aussi. Donc c'est le cas sur chaque série de playoffs, hein, la domination athlétique et physique, elle joue beaucoup. Mais là, vu que c'est les Knicks contre les Pistons, dire historiquement, il y a quand même il y a quelque chose. Et puis c'est une série de la conférence Est, donc tu sais que ça va batailler, quoi.
D'autant que je pense qu'il y a un joueur dont on a un peu parlé en filigrane, mais finalement pas tant que ça, qui est très important dans cette série, c'est Jalen Duren. Moi j'adore Jalen Duren, vraiment je suis un gros fan et j'ai même été étonné par sa progression cette saison. Je pensais pas qu'il progresserait autant d'une année à l'autre, en tout cas de l'année dernière à cette année. Mais ça reste encore un joueur qui décante tout par son physique. Et en fait, s'il est dominant physiquement, je trouve que ça lui permet d'être à l'aise mentalement dans son match et tout se débloque derrière. À l'inverse, s'il est coincé sur son physique, je pense que c'est un gars qui peut, tu vois, perdre un peu ses repères sur le playmaking, alors qu'il est hyper important là-dessus. La défense a vachement progressé, la défense du cercle, mais il partait de loin. Donc, dans quelle mesure aussi c'est pas un peu lié à son niveau de confiance qu'il a sur sa capacité à dominer physiquement. Et là encore, c'est un truc qui peut peut-être baisser un petit peu. Donc c'est important parce que c'est important par nature dans ces séries de playoffs là. Je pense que c'est aussi important par rapport au cas de Jalen Duren qui est essentiel dans cette série pour voir s'il arrive à tenir la distance. Comment tu le vois toi ce sujet Ben? Alors, je vais être honnête, j'ai pas suffisamment vu Jalen Duren, Mais globalement au mais de sujet ce- du physique dans la série quoi. ouais, non, mais oui. En fait, oui, c'est un peu un, comment dire, un marronnier, quoi. C'est dans toutes les séries de playoffs, c'est important. Et je pense qu'il y a un truc qui joue, enfin, comment dire, vous l'avez un peu évoqué tous les deux, c'est que la raquette de New York, c'est pas la plus physique du monde, quoi. C'est que Kat, il a été beaucoup critiqué et beaucoup, même, on a beaucoup rigolé de lui, du fait qu'il soit un peu soft. Mitchell Robinson, n'a pas l'abri qu'après 10 minutes, ce soit fin de série parce que le mec tient pas debout et se blesse. Après, bon, t'as toujours Achua qui peut dépanner, et lui, pour le coup, lui aussi, c'est un vrai tonton dans la raquette. Mais en face, ouais, c'est vrai que t'as l'impression que sur tous les postes, quasiment, à part peut-être Anunoby et Hart, mais ils sont physiques, tous plus physiques en face. Plus jeunes aussi, quasiment tous, à part peut-être Tobias Harris. Donc tu peux vite avoir un sentiment de te sentir débordé quoi, par l'énergie des Pistons, une équipe fougueuse, jeune, qui a pas été en playoff depuis un certain temps, avec des mecs avec des bras immenses, enfin des mensurations immenses. C'est là où comment dire, on va dire le Jalen Brunson, comment dire, l'intelligence de jeu, de poser, de calmer les élans de folie et les élans comment dire, d'athlétisme des Pistons, ça peut servir. Mais je suis d'accord que c'est un gros point positif pour les trois. Et puis sur deux équipes qui basent beaucoup de leur confiance là-dessus quoi. Les équipes de Thibodeau passent toujours une bonne bout de leur confiance sur la domination physique. Et on l'a dit aussi pour les Pistons. Je propose qu'on passe à la partie qu'on s'était donnée d'ailleurs hein, sur pourquoi telle ou telle équipe va gagner. Ben, pourquoi si les Knicks se gagnent, ça sera pour quelle raison? Ce sera parce que offensivement, la différence de talent est trop importante. Et que dans des séries de playoffs qui sont souvent serrées, tu as besoin d'avoir cette multitude de talents offensifs qui peut te débloquer un bon nombre de situations quand on a besoin. Ça m'étonnerait pas que Cade fasse un hero ball à 45 points. Ça m'étonnerait pas que Malik Beasley peut-être fasse un 7 sur 9 à 3 points. Mais en fait, en face, tu as trop de talents sur deux, quoi. Et je pense que malgré tout ce qu'on a dit, malgré le physique, malgré les questions sur la défense au cercle, malgré toutes ces choses-là, tu te retrouves avec un 5 majeur ultra dominant, je pense, qui va vraiment dominer celui des Pistons, et une attaque bien trop forte et qui semble bien trop huilée pour les playoffs, pardon, et donc pour ces Pistons qui sont encore trop mûrs pour ces luttes-là. De ton côté, Paul, si les Knicks se gagnent, ça sera pour quelle raison selon toi? Le coaching, qu'ils ont quand même un bien meilleur coach en Thibodeau que Bickerstaff, en tout cas avec un historique bien plus important que Bickerstaff. Et ensuite, c'est plus lié aussi au fait que finalement, les gros défauts des Knicks sont les Pistons, ils auront peut-être c'est pas leur force en fait, tu vois, comme on l'a dit
tout au long de cette preview. Mais ouais, le coaching. On fait de l'autre côté, du coup. Paul, je te laisse la main. Si Détroit remporte cette série, ça sera pourquoi selon toi? Peut-être leur niveau offensif global. C'est-à-dire que on a vu les problèmes défensifs des Knicks et peut-être que Cade Cunningham, en fait, il est meilleur joueur de la série. C'est lui le meilleur joueur de la série devant Brunson et Kat. Et derrière, les Knicks, ils arrivent pas à répondre athlétiquement aux défis athlétiques qui vont leur être proposés, notamment, tu vois, sur le rebond offensif. Et pareil, en fait, sur la capacité à rentrer des 3 points où il y a des vrais purs shooters aux Knicks. Il y en a évidemment aux Pistons, pardon, il y en a aux Knicks, mais il y a peut-être plus de shooters de système aux Pistons, donc ça peut faire la différence aussi sur cette série de playoffs. De ton côté, Ben, ton avis, si les Pistons l'emportent, ça sera pourquoi? Alors, c'est bizarre de dire ça contre une équipe de Thibodeau, mais sur l'intensité, la violence que tu mets dans ton jeu, comme on l'a dit, tu as des joueurs athlétiques, tu as des joueurs jeunes en face des Pistons, des joueurs qui ont la dalle, qui n'ont pas joué de playoff de leur vie. Et ça m'étonnerait pas que sur le premier match ou les 2 premiers matchs, tu te fasses vraiment secouer. Comme Paul l'a dit, tu prends un Malik Beasley en feu, ou je sais pas quelle situation, et tu te retrouves rapidement mené. Et après, dans ces situations, faut renverser la vapeur. Donc je vais pas rajouter tout ce qu'a dit Paul, mais je suis d'accord, et l'intensité, le physique, l'athlétisme va beaucoup jouer et pourrait causer la perte d'une équipe dont les 2 leaders sont quand même Brunson et Kat, pas les 2 leaders les plus réputés pour être des monstres physiques. Ce qui permet de passer sur ce que vous pensez réellement. Et donc à la partie prono, donc ce qui nous permet d'aller dans la dernière ligne droite de cette preview entre les Pistons et les Knicks. Messieurs, on se mouille tous les 3 d'ailleurs. Qui a envie de commencer pour donner son prono? Ben, allez, Ben, je te laisse commencer. À ton avis, qui l'emporte et combien? Alors, Knicks 4-1. Je pense que je l'ai évoqué au moment où je parlais des forces et de la des pourquoi dans la partie pourquoi les Knicks vont gagner, mais je pense qu'il y a une trop grosse marge de niveau offensif, enfin d'écart offensif, à part si Cade se transforme complètement et continue sa mue en excellent joueur potentiellement top 10 NBA. Là évidemment je pourrais pas contredire, mais je pense que pour l'instant il y a toujours une marge et que c'est vraiment une série pour que Brunson se régale, quoi. Donc 4-1 Knicks, je peux envie de dire assez facilement, je pense qu'il peut y avoir des matchs serrés, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite marge. Paul, qu'est-ce que t'en penses toi? Je vais dire 4-1 aussi, mais plus proche d'un 4-0 que d'un 4-2, quoi. Pour les Knicks. J'ai beaucoup trop été traumatisé par Bickerstaff sur les 2 dernières années en playoff. J'ai du mal à croire que le mec soit devenu Spoelstra Prime d'une année sur l'autre comme ça. Et j'ai l'impression que s'il se met pas dans la peau de Spoelstra, en fait, il gagnera pas la série, quoi. Donc ça peut vite partir en domination du côté des Knicks. Et comme on l'a dit, les défauts des Knicks, ils seront pas forcément exploités par les qualités des Pistons, quoi. Ouais, moi je suis d'accord avec vous deux. Un peu plus sur la position de Paul. Je vois un 4-0. Mon côté, ils en lâcheront peut-être un parce que peut-être qu'il y a 3-0. Enfin, je pense que ça va filer vite à 3-0. Enfin, ça va filer, je sais pas vite, mais ça va filer à 3-0. Après, je sais pas si les Knicks vont forcer le truc pour obtenir le 4-0 ou s'ils vont se dire de toute façon après on rentre au Garden et on a tellement de marge que ça sert à rien de prendre trop de risques et que les Pistons auront peut-être un surplus d'énergie dans le Game 4. Mais je vais quand même partir sur un sweep. Je pense qu'il n'y aura pas tant de sweeps que ça. Quoique, si, il y aura peut-être pas mal de sweeps en fait dans la conférence Est. Oh putain, si en fait il peut y avoir plein de sweeps dans ce premier tour de playoff, oui. je suis en train de me dire. Il peut y avoir 4-0 toutes les séries de l'Est. Hein. Ouais, et puis la série d'OKC, à mon avis, elle peut vite filer à 4-0 aussi de l'autre côté. Ouais. Donc, ouais, effectivement, je pense que ça fera partie des sweeps. Messieurs, est-ce que vous voyez d'autres choses à ajouter sur cette série ou est-ce qu'on a fait le tour? Eh ben, c'est tout bon. Les têtes qui se hochent, on a fait le tour. Eh ben, écoutez, restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. À plus.